Bien, donc merci beaucoup à Philippe de m'avoir invité ce matin. Alors on va changer complètement de registre parce qu'on ne va pas du tout se placer au niveau des échanges internationaux. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Et pas très bien. Et donc on va plus se recentrer donc, sur les exploitations agricoles et donc pour regarder de plus près tout ce qui est agroécologie. Alors, on a beaucoup parlé d'histoire ce matin en disant qu'il fallait regarder l'histoire pour mieux comprendre ce que va nous donner l'avenir. Et là, on va remonter encore un petit peu plus loin dans l'histoire parce que mon idée, c'est en fait d'essayer de montrer quelle a été la logique du développement agricole depuis, on va dire, les années 1950, de voir quelles sont les perspectives aujourd'hui d'évolution, quelles sont les conséquences économiques et du coup, par rapport à l'agroécologie, quels sont les enjeux et les possibilités. Alors, très rapidement, le développement agricole depuis les années 50, pour juste essayer de voir quelle est la logique des processus qui sont à l'œuvre. On part donc dans les années 50, et ça c'est vraiment important de le dire, d'exploitation de polyculture-élevage. Et quand on dit polyculture-élevage, c'est pas l'élevage à côté des cultures, mais c'est avec des liens qui sont très forts entre des activités donc, de culture diversifiées, parce que c'est un peu des choses qu'on essaye de retrouver, des rotations assez longues, avec des complémentarités entre des cultures fourragères, qui peuvent être des plantes sarclées, mais aussi des prairies artificielles, et puis des céréales qui entrent dans les rotations. Et l'ensemble de ces cultures, en fait, sont destinées à l'alimentation familiale, à la vente de surplus, mais aussi à l'alimentation des animaux, avec des élevages qui sont diversifiés et qui fournissent de la matière organique. Alors ça, je crois que c'est important de le redire, parce que c'est de là dont on part, et c'est ça qu'on essaye, dans un certain nombre de cas, de retrouver. On voit bien que l'INRA, par exemple, travaille beaucoup aujourd'hui sur tout ce qui est polyculture-élevage. Il y a eu des MAE polyculture-élevage. C'est un petit peu cette logique de fonctionnement, je dirais, très intégrée qu'on essaye de retrouver. Alors, si on essaye de la retrouver, c'est qu'on l'a perdue. Et pourquoi est-ce qu'on l'a perdue ? Eh bien, parce qu'on a connu une révolution agricole. C'est celle des années 50. Il y en a une nouvelle qui va démarrer, dont on va essayer de voir les conséquences. Et en fait, je crois que ce qui est important de voir, c'est que le leitmotiv, enfin vraiment la lame de fond de ce développement agricole, c'est l'accroissement de ce que j'appelle la productivité physique du travail, c'est-à-dire l'accroissement du volume produit par actif. Là, sur le porc, en l'occurrence, aux États-Unis, l'accroissement du volume, ça a été spectaculaire. Ça a été une baisse par plus de 10 du temps de travail pour produire 1 kilo de viande de porc en l'espace de 15 ans. Donc on voit que ça peut prendre des vitesses qui sont très très grandes. Alors ça c'est important parce que finalement on n'est pas sorti de ça depuis les années 50. Et dans un premier temps ça s'est appuyé sur des solutions techniques qui se sont inspirées de la révolution en cours, c'est-à-dire du paradigme technico-économique de l'époque qui est la révolution des 30 glorieuses et qui est l'application en fait de cette révolution industrielle à l'agriculture avec donc la motorisation, la chimie. Et je pense que ce qui est très important de voir, c'est que en fait, la logique, ça a été d'essayer d'appliquer au mieux au monde agricole ces solutions techniques. Et donc, ça veut dire que quelque part, la biologie, on l'a adaptée en fait, à ces nouveaux moyens. On ne s'est pas servi du fait que la biologie permettait d'assurer des capacités de production intrinsèques, mais en quelque sorte, on a appliqué aussi bien au matériel biologique qu'aux écosystèmes, eh bien, on les a adaptés pour faciliter l'utilisation de ces intrants et de ces machines. Donc ça a été bien sûr la sélection génétique, mais ça a été aussi l'adaptation des écosystèmes, où on a un petit peu négligé la capacité intrinsèque de ces écosystèmes à produire au profit de leur adaptation pour l'utilisation des machines et de ces engrais. Et on a utilisé aussi des produits phytosanitaires pour contrôler les populations vivantes. Donc ça veut dire qu'on a agrandi les parcelles, arraché les haies, drainé, irrigué, contrôlé de plus en plus, je l'ai dit, le cycle, enfin les populations vivantes et puis aussi le cycle des éléments minéraux et aussi de l'eau. Donc on voit vraiment cette adaptation du matériel biologique et des écosystèmes. Alors, quelle logique de ce développement ? Les agriculteurs, on leur a proposé des équipements toujours de plus en plus performants. Et on voit que ça continue à suivre. Et les agriculteurs, en fait, se sont spécialisés pour rentabiliser ces équipements performants, mais aussi parce qu'ils pouvaient le faire, puisqu'ils pouvaient remplacer le fumier par les engrais, remplacer les productions céréalières par l'achat d'aliments, etc., etc. Et pour essayer de rentabiliser ces investissements, ils ont cherché à accroître les volumes par actif en utilisant plusieurs leviers. Si je regarde les grandes cultures, c'est
accroître la surface par actif avec des équipements toujours de plus en plus performants, mais aussi avec une simplification du travail. Et cette simplification, elle repose sur l'utilisation notamment des herbicides. Et c'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, Ecophyto n'est pas franchement une réussite. Et parce que les herbicides participent en fait de cette augmentation de la productivité du travail. Ils ont simplifié les rotations, ils ont cherché à accroître les rendements avec la génétique, avec les intrants. Je ne rentre pas dans les détails. En élevage, eh bien, c'est un petit peu la même chose. On a cherché à accroître le nombre d'animaux par actif grâce à des équipements et des bâtiments toujours de plus en plus performants, accroître les rendements aussi, et puis accroître aussi la maîtrise de la ration des animaux avec une augmentation du confinement des animaux. Alors ça a touché d'abord les volailles et les porcs, et puis ça a touché de plus en plus les vaches laitières, puisque ces vaches laitières aujourd'hui sont beaucoup en zéro pâturage. Dans certaines régions, elles ne sortent quasiment plus. Et ça, c'est lié aussi à l'essor du robot de traite. Alors du coup, qu'est-ce qu'on peut dire ? Eh bien que ces processus de production qui sous-tendent cette recherche d'accroissement de la productivité physique du travail, eh bien ça s'appuie sur un capital fixe de plus en plus important par actif, des équipements de plus en plus coûteux. On voit que ça pose des problèmes en termes de reprise des exploitations agricoles. C'est aussi la raison pour laquelle, par exemple, quand je parlais des États-Unis sur l'élevage porcin, c'est la raison pour laquelle on a eu une concentration très forte et puis une reprise en main de l'aval de tout le secteur de naissage, parce qu'en fait, les équipements n'étaient plus du tout à la portée des exploitations familiales. Donc, on voit que ça pose problème et que ça repose aussi sur un recours important aux consommations intermédiaires. Si je reviens à la diapo d'avant, par exemple, on voit bien que pour produire plus en grande culture, mais ce sont des herbicides, mais ce sont aussi des engrais. Pour produire plus en élevage, ça veut dire nourrir de plus en plus les animaux à l'étable, ce qui suppose d'avoir des stocks, ce qui suppose d'avoir des machines pour distribuer, ce qui suppose du travail, des intrants, des équipements. Alors, la question qui se pose, c'est quoi les perspectives d'évolution ? Alors moi, je travaille beaucoup sur les États-Unis parce qu'ils ont un petit train d'avance, je dirais, sans jugement positif forcément, mais disons qu'ils sont allés plus loin dans l'utilisation de cet équipement. Et ce qu'on voit, c'est qu'on entre, et aux États-Unis, ça a lieu depuis le milieu des années 90, dans une nouvelle révolution technologique qui repose sur les techniques de l'information et de la communication et qui repose sur les biotechnologies. Et les États-Unis sont un très bon terrain pour observer ça, puisqu'ils ont les deux depuis le milieu des années 90. Et donc on voit qu'avec la robotique et le numérique, qui donc sous-tendent l'automation des opérations de culture et d'élevage, et qui permettent aussi d'avoir une beaucoup plus grande précision, malgré la taille très importante des exploitations, que ce soit en surface ou en taille de cheptel. Et ces équipements beaucoup plus performants, mais quand on regarde aux États-Unis, je n'ai pas mis la courbe, mais je la mets souvent dans mes cours, eh bien ce qu'on voit très nettement quand on regarde le rythme d'accroissement de la productivité physique du travail aux États-Unis, c'est-à-dire le volume produit par actif, eh bien on voit une rupture avec cette nouvelle révolution agricole, c'est-à-dire qu'on a un trend qui est à peu près un rythme d'accroissement à peu près constant de 1940 jusqu'au milieu des années 90, et avec cette nouvelle révolution, eh bien on voit que le rythme d'accroissement de la productivité physique du travail, du volume produit par actif, eh bien, s'accélère. Et ça se combine tout ça avec l'utilisation des biotechnologies, et en particulier en grande culture, où ça permet encore, quand vous alliez par exemple sur le soja ou sur le maïs, à la fois le semi-direct et puis l'utilisation des OGM résistants aux herbicides totaux, eh bien vous faites l'installation de la culture en un seul passage, ce qui permet encore de simplifier et d'augmenter la surface par actif. Alors donc on le voit, il a ce mouvement d'accroissement du volume produit par actif, qui est censé faire baisser les coûts de production. Eh bien, il a encore de beaux jours devant lui, et on a à peine démarré cette nouvelle révolution dont on voit qu'elle est un puissant accélérateur en fait de la productivité physique du travail. Alors, la question qui se pose, c'est quelles conséquences économiques de ces transformations ? Et je vais commencer par regarder ce qui se passe au niveau des comptes de la nation. Donc là, je ne suis pas du tout à la même échelle, je ne suis pas à celle des coûts de production, mais je vais prendre la ferme France et regarder ce que nous dit l'INSEE. Et là, je vais me placer sur une longue période qui va de 1970 jusqu'à 2020 et qui montre en monnaie constante, donc hors inflation et en indice,
l'évolution relative pour la ferme France du prix des produits animaux, des produits végétaux, des consommations intermédiaires et des machines et des biens d'équipement. Et on voit qu'on a sur le long terme, donc là moi je ne suis pas dans les petites fluctuations qu'on a regardées depuis ce matin, je suis vraiment sur des tendances de long terme. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a un ciseau des prix qui est très défavorable aux produits agricoles, avec, on l'a vu, des processus de production qui reposent de plus en plus sur du capital et sur l'utilisation de consommation intermédiaire pour accroître la productivité du travail. Et ces deux moyens de production qui sous-tendent les accroissements de productivité physique du travail, eh bien on voit qu'ils ont une évolution de leur prix qui est défavorable par rapport à celle des produits agricoles. Alors si je regarde ce que ça donne, du coup la combinaison de tout ça à l'échelle de l'ensemble de la ferme France, eh bien ce graphique montre, donc il a un petit peu compliqué à lire, mais je vais l'expliquer. Vous avez l'évolution en indiçant du produit brut. Donc, en fait, ce qu'on regarde, c'est la part de la consommation annuelle moyenne de capital fixe, de la consommation, des consommations intermédiaires. Et donc, ce qui reste, c'est la valeur ajoutée, la richesse créée par l'agriculture française. Donc, on regarde la part de la valeur ajoutée à l'intérieur du produit brut. Alors, quand je suis à la valeur ajoutée, ça veut dire qu'il reste encore plein de choses à payer. Je regarde simplement l'efficacité économique du processus de production, puisque je ne retire que toutes les charges qui sont inhérentes au processus de production. Reste encore à répartir ensuite cette valeur ajoutée entre la rente foncière pour le propriétaire foncier éventuellement, le paiement des salaires de la main-d'œuvre, la répartition aussi du capital, quand les banques ont prêté à l'agriculteur et qu'il a des intérêts à payer. Donc là, on est juste sur la richesse créée. Et qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on voit que la valeur ajoutée sur le produit brut représenterait plus de la moitié jusque dans les années 60. Ensuite, on a une longue phase jusqu'au début des années 2000 où la richesse créée représente le tiers à peu près du produit brut. Et là, ces dernières années, on n'est plus qu'à 25% de richesse créée par rapport au produit brut. Et ça veut dire qu'après, pour aller jusqu'au revenu, il y a encore de la répartition de valeur ajoutée. Puis il y a heureusement les subventions qui arrivent et qui vont permettre de remonter un peu tout ça. Mais ce qu'on voit, c'est que donc ces processus de production, ils aboutissent, en fait, ils se traduisent, de par l'évolution différentielle des prix, eh bien, à une situation économique où finalement la part de la richesse créée au sein de la valeur de la production est de plus en plus faible. Alors, si on regarde du coup ce que ça donne, donc en indice, cette fois-ci, l'évolution de la production agricole française donc, depuis 1960 et en monnaie constante, eh bien, on voit qu'en indice, elle a plutôt eu tendance à diminuer, elle se stabilise globalement depuis les années 2000. On voit que les consommations intermédiaires ont beaucoup augmenté, qu'elles évoluent, mais elles ont évolué plutôt de manière défavorable par rapport à la production agricole, et on voit que la consommation de capital fixe, elle a plutôt augmenté. Et au total, ce qu'on voit, eh bien, c'est que la valeur ajoutée et le revenu, eux, ont baissé et ils sont stables, mais soumis à des variations très fortes. Et on a bien vu toutes les raisons de ces variations depuis ce matin. Alors du coup, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'avec globalement une valeur ajoutée et un revenu qui baisse globalement pour l'ensemble de la ferme France, le revenu par actif ne se maintient qu'avec une baisse des actifs qui est continue, que les résultats du RGRA confirment à nouveau, qui a peut-être été un peu moins rapide qu'elle ne l'a été dans les années 90, mais qui demeure importante, avec des inégalités de développement. Et puis, je dirais que ça s'accompagne aussi sur le plan social d'une perte de lien très forte avec l'ensemble de la société. Alors du coup, qu'est-ce qu'on peut dire ? C'est qu'il y a donc ce développement agricole, ces modalités de développement, ils ont des conséquences économiques et sociales qui sont négatives, et puis des conséquences aussi environnementales qui sont négatives. Je vais passer assez vite là-dessus pour pouvoir aller vite sur l'agroécologie. Mais je pense que ce qui est important de noter, c'est que la simplification des systèmes de production et aussi la simplification des agroécosystèmes, eh bien, elle aboutit à tout un tas d'évolutions, que ce soit le déclin de la biodiversité animale et végétale, la résistance aux produits phytosanitaires, la baisse du taux d'humus des sols, qui en fait rend encore plus
ces agroécosystèmes dépendant des intrants, puisque les capacités intrinsèques de production de ces agroécosystèmes, elles ont plutôt eu tendance à se dégrader. Et ça s'accompagne de pollution, de dépendance aux énergies fossiles, on n'arrête pas d'en parler depuis ce matin, et puis d'une contribution aussi à l'émission des gaz à effet de serre pour lesquels les engrais jouent un rôle important. Et j'insisterai sur le fait que cette évolution, elle aboutit dans un contexte qui est marqué par une variabilité croissante, c'est le sujet depuis ce matin. Il y a le changement climatique, il y a la forte variabilité des prix liée à tout ce qu'on a évoqué depuis ce matin et qui a plutôt tendance à s'accroître ces dernières années, et du fait de politiques agricoles qui sont de moins en moins régulatrices des prix. Et puis, je dirais que ce qu'on a vu aussi ce matin de manière très importante, c'est que ce modèle est très dépendant des importations, qu'il s'agisse des protéines pour l'élevage, mais qu'il s'agisse aussi des engrais. Je ne vais pas répéter ce qui a été dit depuis ce matin, mais on voit bien que c'est un point fragile de ce développement. Et je dirais que quelque part, la spécialisation et la simplification, que ça soit tant des systèmes de production que des agroécosystèmes, eh bien, les rend encore plus fragiles à ces aléas. Et on a un vrai problème de résilience des écosystèmes et de résilience des systèmes de production. Et puis, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé ce matin, mais qui me semble important, c'est le dernier rapport du GIEC qui vient de sortir. Et dans ce dernier rapport du GIEC, il est mis en avant un certain nombre de pistes pour rendre nos systèmes plus résilients. Et en matière de production agricole, ce qui est mis en avant par le GIEC, c'est la nécessité de passer à l'agroécologie. Alors, ça veut dire, et je pense que ça c'est vraiment très important à comprendre, surtout dans le débat actuel, c'est que pour aller vers une agriculture durable, et moi j'ai pas peur d'employer ce mot-là, c'est-à-dire que je parle bien des 3 piliers du développement durable, c'est-à-dire environnemental, mais aussi économique et social, on voit bien que le développement agricole depuis les années 50, en fait, pose des problèmes sur ces 3 piliers. Et par rapport aux enjeux, donc perte de valeur ajoutée d'emploi, ça c'est sur le plan économique et social, et sur le plan environnemental, eh bien, on voit bien qu'il y a 2 types de réponses qui sont très différents, qu'on a un peu tendance aussi à mélanger un peu aujourd'hui, parce qu'on ne sait plus très bien de quoi on parle quand on parle d'agroécologie. Parce qu'en fait, derrière, il y a 2 voies très différentes pour répondre aux enjeux environnementaux. Une première voie, je dirais, capitalistique, qui repose sur l'agriculture et l'élevage de précision, c'est-à-dire de dire que finalement, grâce à ces moyens, on va réussir à adapter au mieux l'alimentation des animaux ou bien les épandages d'engrais, de produits phyto, etc. et donc de diminuer l'impact sur l'environnement. Les spécialistes de la systémique vont vous dire que ça, ce sont des transformations de premier ordre. C'est-à-dire qu'on ne modifie pas le système en place, mais on limite ses impacts négatifs sur le plan environnemental. Et ça, c'est très clair. Enfin, on peut fouiller et voir qu'effectivement, on va mieux maîtriser tout ça et du coup avoir des impacts différents, mais moins importants, je veux dire. Mais ce qui est important de voir, c'est que c'est le même mouvement que précédemment, c'est-à-dire des équipements qui sont très coûteux, qui ne sont pas à la portée de tous les agriculteurs, et ça risque de participer à ce même mouvement de perte de valeur ajoutée et diminution de l'emploi. Et puis, il y a une deuxième voie que les spécialistes de la systémique diraient, c'est des changements d'ordre 2. Et ces changements, c'est quoi ? Eh bien, c'est une modification profonde, un changement de paradigme qui consiste en fait à revoir le curseur et à dire, eh bien voilà, appuyons-nous sur les processus et les régulations biologiques. C'est-à-dire, appuyons-nous sur les capacités intrinsèques des agroécosystèmes à produire pour en fait essayer de diminuer les coûts et de diminuer aussi les impacts environnementaux. Donc ce qu'on va voir rapidement, c'est de voir que cette agroécologie, en fait, elle est performante sur le plan environnemental, mais elle est aussi performante sur le plan économique et social. Je voudrais juste citer un agriculteur que j'ai enquêté il n'y a pas plus tard qu'1 mois et qui est engagé dans l'agroécologie. On est arrivé pour faire une enquête à 8 h du matin et la première chose qu'il nous a dit, l'environnement, c'est l'économie. Donc je pense que c'est vraiment important de regarder d'un peu plus près ce qu'il voulait dire.
Alors, le principe, c'est donc de s'appuyer sur les fonctionnalités des écosystèmes et sur les régulations biologiques. Moi, c'est vraiment ma définition de l'agroécologie, même si aujourd'hui, je vous dis, les changements dont je parlais avec l'agriculture de précision, certains ont tendance à les appeler sous ce nom-là. Moi, je resterai assez, orthodoxe et je me limiterai à ça. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a deux piliers qui sont importants, c'est d'accroître la fertilité et la diversité biologique des agroécosystèmes. Donc là, c'est un virage à 180 degrés par rapport à ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, en essayant de retrouver dans cette diversité une fertilité qui va aider les agriculteurs à produire. Donc ça veut dire s'appuyer sur la diversité des espèces cultivées, que ce soit sur le plan génétique, mélange de variétés, etc., sur le plan spécifique aussi. Même chose sur le plan des espèces domestiques, de s'appuyer plus sur une variété qui est synonyme de résilience aussi. La biodiversité végétale et animale naturelle, essayer de la recouvrer au maximum. Derrière, il y a la notion de système immunitaire des agroécosystèmes. Et puis aussi d'accorder une grande importance au taux d'humus des sols, puisque derrière, c'est la capacité de fixer des ions, de l'eau, la résistance à l'érosion, qui est un élément important. Et puis de privilégier par ailleurs la gestion en circuit court des cycles du carbone, de l'azote et des éléments minéraux, c'est-à-dire d'essayer de dépendre le moins possible des approvisionnements extérieurs, mais au contraire de la capacité de ces agroécosystèmes. Alors ça passe par l'association agriculture-élevage, mais pas forcément à l'échelle de l'exploitation, la couverture maximale des sols, l'exploration d'horizons différents et certains relativement profonds. C'est par exemple l'agroforesterie qui est extrêmement intéressante de ce point de vue-là. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que l'agroécologie, ce sont donc derrière des systèmes, comme on s'appuie sur les capacités intrinsèques des agroécosystèmes, eh bien, ce sont des systèmes qui sont plus autonomes et plus économes. Et ce sont des systèmes, du coup, qui sont économiquement performants, parce qu'en fait, en s'appuyant sur les régulations biologiques, c'est synonyme d'économies de coûts qui sont très importantes et qu'on va essayer de regarder d'un petit peu plus près. Alors, je dirais qu'il y a derrière ça deux grands types de logique économique. La première, qui est accroître la productivité physique du travail, le volume produit par actif. Ça veut dire qu'on appuie sur l'accélérateur des volumes et qu'on voit que la manière dont on s'y prend pour pouvoir faire ça, ça veut dire plus de consommation intermédiaire et des équipements toujours plus performants, donc des coûts qui augmentent, et c'est ce que je vous ai montré sur la courbe tout à l'heure. Ça se traduit souvent par des intérêts du capital qui sont importants, puisqu'il faut s'endetter pour réussir à réaliser ça. Ce sont des systèmes qui sont aussi très subventionnés. Et c'est donc la première voie, je dirais, pour accroître la productivité physique du travail, pour maintenir le revenu dans un contexte de baisse des prix, accroître la productivité physique du travail. L'autre, eh bien, je l'appellerais privilégier l'accroissement de la productivité économique du travail, c'est-à-dire préserver la valeur ajoutée. Ce qu'on cherche, c'est pas une extensification, mais c'est d'avoir des niveaux de production qui sont quand même maintenus, mais en s'appuyant beaucoup plus sur les agroécosystèmes et du coup en diminuant les consommations intermédiaires et les dépréciations en capital fixe pour essayer de préserver la valeur ajoutée sans accroître le produit brut. Et donc du coup avec des équipements moins importants, moins d'intérêt sur le capital pour essayer de maintenir le revenu. Alors je vais prendre un exemple. Je vais prendre l'exemple des systèmes bovins laitiers herbagés sur lesquels j'ai beaucoup travaillé avec ma collègue Nadège Garambois, que ce soit dans l'ouest de la France, mais dans d'autres régions françaises aussi, dans une étude qu'on avait faite pour le ministère de l'Agriculture, et on continue à le faire dans différentes régions au travers des travaux d'étudiants qu'on encadre chaque année. Alors, l'idée, c'est, ce qui est clair dans ces systèmes, c'est, premièrement, au niveau des systèmes de culture, eh bien, placer la prairie temporaire d'association, légumineuses, graminées, au cœur des systèmes de culture, donc avec une prairie de longue durée qui occupe la majeure partie de l'assolement et dont la composition est adaptée suivant les conditions pédoclimatiques locales, voire même à l'intérieur d'une même exploitation, en avoir de plusieurs types pour bien tirer parti du printemps, mieux tirer parti de l'été, en fonction des types de sols auxquels on a accès, donc c'est une adaptation qui est fine.
Toujours au niveau de ces prairies, de ces systèmes de culture, des techniques en fait de pâturage, de conduite, qui vont permettre au niveau des choix de variétés, des techniques de pâturage, de pas du tout de fertilisation azotée sur ces prairies, donc une autonomie sur le plan de la fertilisation minérale, liée à un équilibre graminée-légumineuse qu'on s'efforce de soigneusement maintenir à 50-50 pour que la légumineuse soit le moteur de la prairie et qu'on ne soit pas dépendant des engrais azotés. Donc optimiser la production de la prairie avec un rythme d'exploitation qui permet le fait qu'elle reprenne ses réserves, d'adapter la fauche en fonction de la disponibilité sur pied. Et puis la prairie étant un excellent précédent cultural, par exemple pour une culture comme le maïs, qui n'est pas exclue de ce genre de système. Si on regarde du côté des systèmes d'élevage, eh bien on voit que ce qu'on privilégie, c'est le pâturage des animaux, avec le pâturage d'un fourrage qui est équilibré en énergie et en protéines, qui permet à la fois de diminuer la part des fourrages conservés, mais de diminuer aussi les achats de concentrés. Ça suppose d'organiser le parcellaire et ça suppose certains aménagements aussi de ce parcellaire, des clôtures, des abreuvoirs. Ça veut dire qu'on choisit aussi des races, parce qu'il faut avoir des races qui soient capables d'avoir une capacité de rebond, c'est-à-dire quand la production sur pied diminue, de repartir dès que la pousse d'herbe repart. La Holstein marche assez bien par rapport à ça. Et d'avoir donc une certaine résilience de la production laitière, avec des rendements qu'on ne cherche pas les plus élevés. Et avec un calendrier de reproduction on va faire un arbitrage entre les disponibilités sur pied de la prairie, qui dépendent des conditions pédoclimatiques, et puis celle du prix du lait, pour essayer d'optimiser l'utilisation des ressources sur pied. Et enfin, on va avoir des vaches qui produisent moins, qui vont durer plus longtemps, donc un taux de renouvellement qui va être plus bas, et des animaux qui ont beaucoup moins recours aux vétérinaires, parce qu'ils sont en plein air, on va dire 9 mois sur 12, 10 mois sur 12 dans certaines exploitations agricoles. Alors, ça se traduit par quoi? Eh bien, par des réductions très importantes de coûts, et qui sont à plusieurs niveaux. Premier niveau, c'est un calendrier de travail qui est allégé parce qu'on n'a plus de culture annuelle, mais au contraire des prairies de durée longue, ce qui permet de diminuer en fait le temps de travail dévolu aux cultures et qui, d'après les éleveurs, ils disent ça leur permet d'optimiser les dates d'intervention sur les cultures parce qu'ils sont moins pressés sur le temps. Donc les quelques cultures qu'ils continuent à faire, du maïs, des céréales à paille, ils interviennent au bon moment et du coup ça permet de faire des économies aussi à ce niveau-là. Des économies très importantes sur le fait qu'on va avoir des prairies de longue durée, donc beaucoup moins d'intrants pour les cultures fourragères, et puis un effet précédent positif sur les cultures qui vont suivre dans les rotations. Une diminution très importante des stocks fourragers, une diminution aussi très importante des concentrés, j'ai oublié de le mettre alors que c'est un facteur très important, et puis une diminution aussi du matériel nécessaire, de la consommation de carburant, une diminution de la durée de stabulation, un allongement de la durée de vie des équipements et donc une consommation de capital fixe bien moindre. Alors on va regarder ce que ça donne du coup sur les résultats économiques. Alors déjà un petit peu, je vous présente trois systèmes qui sont dans la même région, donc on est dans le Grand Ouest. Donc un système qu'on va dire, pour faire vite, conventionnel, où vous voyez que les vaches sont à 9500, 10 000 litres, et vous voyez que la part de maïs représente une part importante dans la rotation et dans l'alimentation des animaux, avec un pâturage qui est réduit au strict minimum, surtout au printemps. À côté, un système où on est sur ce que je viens de dire, agroécologique, où on voit que la part de pâturage est extrêmement importante. Il y a encore du maïs, mais qui occupe une part beaucoup bien moindre dans l'alimentation des vaches et aussi dans les rotations. Et puis vous voyez là un système alors en bio totalement herbagé, avec des vaches qui sont à 5000, 5500 litres, du pâturage toute l'année, qui est possible en Bretagne, et avec, là, du coup, on le voit, plus du tout de recours à l'ensilage de maïs. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder la part du tourteau de soja dans l'alimentation de ces vaches, et on voit que le recours à des prairies temporaires d'association permet de diminuer de manière très importante la quantité de tourteau qui est consommée.
Donc au total, vous voyez qu'on produit beaucoup moins par hectare de surface fourragère, 7 500 au lieu de 12 500 litres, mais on a des stocks fourragers qui sont diminués de plus de moitié, hein, donc 5,5 tonnes par vache ici dans le système conventionnel pour faire vite, même si j'aime pas beaucoup cet adjectif, un peu plus de 2 tonnes dans le système en agroécologie, 3 fois moins de tourteaux de soja par vache et aussi moins de céréales, donc parce qu'on a une alimentation qui est équilibrée. Et donc au total, au niveau des performances économiques, si on regarde le produit brut par hectare et sa décomposition, c'est un petit peu le même raisonnement que j'avais fait tout à l'heure, mais cette fois-ci c'est par hectare et pour chacun des systèmes. Qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on voit dans le système conventionnel, on retombe à ce qu'on a vu dans la moyenne nationale, c'est-à-dire une valeur ajoutée par rapport au produit brut qui n'est plus que de 25%. Puisque 75% des dépenses sont passées dans les consommations intermédiaires relatives aux cultures de fourrage, les consommations intermédiaires relatives à l'achat d'aliments pour le bétail, des frais vétérinaires qui sont relativement importants, et puis un coût important aussi en consommation de capital fixe, et puis toutes les autres consommations comme l'énergie en particulier. Et à côté, dans les mêmes conditions de prix, c'est-à-dire un système en agroécologie et qui ne s'inscrit pas en agriculture biologique, on ne s'interdit pas d'avoir recours à certains produits phytosanitaires quand c'est nécessaire, eh bien on voit que le fait de faire pâturer les vaches, le fait qu'elles soient très peu en bâtiment, puisqu'elles y sont que 3 mois ou sur 12, et le fait qu'on ait une alimentation équilibrée fournie par le pâturage, puisqu'on est sur des prairies d'association légumineuses graminées, et qu'en plus ces prairies ne nécessitent pas le recours aux engrais, puisqu'on s'appuie sur la légumineuse moteur de la prairie et qu'on a des techniques de pâturage pour maintenir cet équilibre, eh bien vous voyez la manière dont on réduit de façon très importante les consommations intermédiaires relatives aux aliments du bétail et aux cultures. On réduit aussi la part de la consommation de capital fixe pour arriver à une valeur ajoutée par rapport au produit brut de l'ordre de 50%. Ce qui fait que par hectare, même si on produit moins, vous voyez, puisqu'on est à un peu moins de 3 500 ici euros par hectare, et ici on est à peu près à 2 500 euros par hectare, vous voyez que la valeur ajoutée, elle, par hectare, elle est bien supérieure. Et là, sur le bio, vient s'ajouter aussi le fait qu'il produit moins, mais il a des prix qui sont supérieurs, hein, puisqu'on est à 415 euros au lieu de 315 qui est pris ici. Et avec une valeur ajoutée, il n'y a quasiment plus de coûts, on est à 70% de valeur ajoutée par rapport au produit brut. Alors, cette étude, on l'a conduite aussi en système caprin et en système ovin, lait, et on observe exactement la même chose, c'est-à-dire que par hectare, on voit qu'on a une diminution très importante de tous les coûts liés en particulier à l'alimentation des animaux et qui permet du coup d'avoir des taux de valeur ajoutée qui sont bien supérieurs. Et donc, du coup, d'avoir des revenus, hein, quand je ne suis pas allée jusqu'aux revenus parce que je ne voulais pas trop vous assommer avec des courbes, mais à partir du moment, enfin, pour une exploitation qui a la même surface, etc., elle va avoir un revenu qui va être supérieur par unité de surface, ne serait-ce que parce qu'elle a une valeur ajoutée qui est plus importante et qu'elle a aussi des intérêts du capital, sur le capital emprunté, beaucoup moins importants, puisqu'elle a moins d'usure et de renouvellement de son matériel. Alors, je ne sais pas de combien de temps je dispose, mais je vais passer très très vite pour expliquer qu'en grande culture, c'est la même chose. Ce sont des transformations systémiques et sans doute qui sont moins poussées. Pour travailler de longue date sur ces systèmes, je me rends compte qu'en fait, en système herbagé, on voit bien que ça y est, le système agroécologique est mûr. Il y a des gens qui y travaillent depuis 25 ans et là, on voit bien que les économies, on est allé les chercher partout où on pouvait. Ce qu'on voit, c'est qu'en grande culture, on est moins avancé dans le processus et qu'il y a encore des marges d'amélioration potentielles, et notamment avec tout, je citerai l'agroforesterie, hein, comme un élément qui peut être extrêmement intéressant et dans lequel il y a des pays où on est beaucoup plus avancé. Le travail sur le taux de matière organique des sols aussi, si on regarde ce qui se fait en Suisse, on voit qu'ils sont aussi beaucoup plus avancés.
Mais c'est la même chose quand on regarde, eh bien, on va essayer, les gens qui se lancent en agroécologie vont chercher à accroître la biodiversité, on l'a dit. Ça veut dire une plus grande diversité des cultures, en intégrant dans les rotations des cultures qui sont des légumineuses, mais aussi des plantes qui sont nettoyantes. Je parlerai par exemple du chanvre ou du sarrasin. D'introduire aussi des prairies artificielles pour éventuellement des unités de déshydratation à côté ou pour des éleveurs qui seraient juste à côté. On peut associer un certain nombre de cultures. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais l'association colza-trèfle, par exemple, est vraiment extrêmement intéressante pour tout un tas de raisons. L'adaptation des dates de semis aussi, on va beaucoup jouer sur des variétés qui sont précoces et puis des dates de semis avancées pour permettre d'avoir une plus grande robustesse par rapport aux attaques de maladies ou de prédateurs des plantes. Donc on joue vraiment sur l'écologie. On va aussi utiliser beaucoup des couverts, et des couverts, cette fois-ci, pas pour satisfaire à la législation, mais bien comme un élément d'agronomie très important. Donc avec des couverts qui vont être multi-espèces systématiquement, qui incluent des légumineuses, mais aussi des pompes à azote, qui vont jouer sur des plantes qui ont des enracinements plus ou moins profonds pour aller chercher des éléments minéraux en profondeur inaccessibles par les racines des graminées, enfin des céréales. Jouer sur les semis précoces, l'idée c'est de prendre de vitesse les adventices, d'avoir des couverts qui sont propres, et vous avez des agriculteurs qui n'hésitent pas à irriguer, par exemple dans le sud-ouest, les couverts, de mettre un petit coup d'eau pour qu'ils démarrent très vite après la récolte du blé en juillet, pour empêcher le développement des adventices et étouffer avec le couvert, en utilisant des couverts avec des plantes gélives qu'il n'est pas question de détruire au glyphosate, mais de détruire grâce à un roulage simplement. On va privilégier aussi l'enrichissement de l'agroécosystème cultivé avec des infrastructures écologiques pour privilégier les auxiliaires de culture. Et puis, essayer aussi de beaucoup moins recourir aux produits phytosanitaires pour préserver ces auxiliaires, ce qui veut dire d'avoir une surveillance accrue et puis de recourir aussi à des mécanismes de biocontrôle. On va aussi accorder une grande importance au taux de matière organique et à l'activité biologique des sols, qui passe par une réduction du travail du sol, mais aussi une réduction des phytos. Parce que ça, alors là, pour avoir fait de la biblio là-dessus, l'impact des phytos sur la microflore et la microfaune du sol est quelque chose qui a été très peu étudié, finalement, par les scientifiques. Et il faut aller dans des revues canadiennes, scientifiques canadiennes, pour regarder ça. Et c'est vrai que les produits phytosanitaires ont un impact sur l'activité biologique des sols, et qui est pourtant extrêmement importante en agroécologie. Et on va essayer de privilégier là aussi la gestion en circuit court des éléments minéraux avec cette couverture maximale des sols, essayer de diminuer au maximum les pertes et de fixer au maximum avec les légumineuses, préserver le taux d'humus et essayer de faire des épandages de matière organique. Alors, ce qu'on voit, c'est que ces leviers agronomiques, en fait, vont avoir des impacts positifs au niveau de la fertilité, où on essaye de minimiser les pertes et de fixer le plus possible et d'avoir des taux de matière organique qui permettent de fixer les ions, d'avoir une lutte contre les adventices qui limitent au maximum les produits phytosanitaires, et puis d'attacher une très grande importance à la structure du sol. Et je crois que ce qui est important de dire, et ça je pense que c'est quelque chose, on voit bien dans les raisonnements que là aussi c'est un peu une petite révolution, c'est qu'au lieu de raisonner, alors on va accepter, on ne privilégie pas, comme je l'ai expliqué pour les systèmes herbagers, on ne privilégie pas le rendement maximum. On va accepter une baisse légère des rendements, mais qui n'est pas du tout de 50%, comme on peut entendre certains le dire, avec l'impact prévisible du plan du Green Deal européen. Mais on est sur des baisses de 5 à 10% parce qu'on a bien des transformations systémiques. Ce n'est pas simplement je réduis les phytos, mais on voit bien que c'est une modification complète des systèmes de culture. Et surtout, ce qui est très important, et là je citerai exactement le même agriculteur qui dit mais non, attendez, en agroécologie, on arrête de raisonner par culture, on raisonne à l'échelle du système de culture. Et donc ça veut dire qu'on va accepter d'intégrer dans les rotations des cultures qui ont une valeur ajoutée brute par hectare qui est inférieure, mais qui va permettre un effet précédent, qui va permettre de diminuer le coût sur la céréale, par exemple, qui va venir derrière. Donc c'est un raisonnement aussi beaucoup plus global, beaucoup plus systémique. Alors,
Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous voyez le type de rotation, très à l'œil nu. On voit bien qu'on a une diversification entre eux à chaque fois dans différentes régions. On voit la différence de rotation, enfin d'assolement, entre le système classique, on va dire, et puis à côté le système en agroécologie. On voit qu'on fait rentrer dans les rotations des plantes telles que le chanvre, par exemple, mais aussi un certain nombre de légumineuses, des prairies artificielles également de durée relativement longue. Et vous voyez que tout en étant toujours en conventionnel, vous avez un IFT comparé qui est bien diminué, puisqu'on est en général à des IFT de l'ordre de 5 à 6, et on descend à des IFT de l'ordre de 2 ou un peu plus de 2 avec ces transformations systémiques. Et si on regarde les résultats, eh bien on voit exactement la même chose. Vous avez même chose, la valeur ajoutée, enfin le produit brut, et puis les différentes charges nécessaires pour produire pour en arriver à la valeur ajoutée. Et vous voyez que par hectare, à chaque fois, on voit que le système en agroécologie produit un petit peu moins, mais ce n'est pas non plus une baisse de 50%, mais il est beaucoup moins dépendant d'un certain nombre de charges qui lui permet au total d'avoir une valeur ajoutée par hectare équivalente, voire même un peu supérieure. Et là, on pourrait, je n'ai pas eu le temps de les faire, de faire des tests de sensibilité à l'évolution des prix, et notamment à l'évolution du prix des engrais dont on n'arrête pas de parler ce matin. Et là, vous verriez que les différences en termes de valeur ajoutée par hectare seraient bien supérieures au profit des systèmes en agroécologie. Et ce qu'on voit pour suivre depuis un moment des gens qui se lancent là-dedans, c'est qu'on voit qu'on n'est pas au bout des recherches d'économie. Il y a encore des marges de manœuvre qui sont possibles dans l'adaptation agroécologique de ces systèmes. Et donc, si je devais conclure là-dessus, je dirais que l'agroécologie, ce qui est clair, c'est que c'est un changement complet de paradigme. Ça veut dire que c'est un autre savoir-faire, c'est une autre manière de pratiquer l'activité agricole et qui n'est pas forcément simple parce que derrière, ce sont des raisonnements qui relèvent de l'écologie et qui relèvent aussi de la systémique, c'est-à-dire qu'on raisonne sur l'équilibre du système dans son ensemble et plus à l'échelle d'une production ou d'une culture. Ça veut dire qu'on n'est plus non plus dans un raisonnement, un problème, une solution. J'ai un problème de maladie, je vais utiliser le produit, machin truc chouette. Mais on est bien dans un raisonnement qui est, si j'ai un problème de maladie, c'est que j'ai un problème de l'équilibre de mon système de culture dans son ensemble. Et c'est bien cet ensemble qu'il faut que je revoie. Mais ce qu'on voit, c'est que cette démarche systémique qui relève vraiment d'un changement de paradigme, en fait, elle privilégie la création de valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'avec le fait qu'on s'appuie sur les capacités intrinsèques des agroécosystèmes qu'on essaye de restaurer au maximum, eh bien, on parvient à réduire les coûts de façon considérable, et en particulier sur des facteurs qui sont très importants et pour lesquels on est dépendant à l'importation, qui sont le tourteau de soja et l'engrais, pour faire vite, et qui sont des produits dont on n'a pas arrêté de souligner la volatilité des prix depuis ce matin. Ces systèmes sont économiquement intéressants pour les agriculteurs et contribuent au maintien de l'emploi. On voit bien qu'il y a un certain nombre d'exploitations agricoles, et notamment en élevage bovin laitier, qui se sont maintenues grâce au passage en système herbagé qui ne se serait absolument pas maintenu autrement, parce qu'elles ont réussi à diminuer leurs coûts. Et c'est la même chose en grande culture. On observe que les gens qui sont les plus engagés dans les systèmes en agroécologie sont souvent des exploitants agricoles qui, en termes de surface, ne sont pas parmi les plus grandes exploitations de la région et sont un peu sur la sellette à se demander s'il vaut mieux essayer de s'agrandir, alors que ce n'est pas toujours facile avec les prix du foncier flambent, s'il vaut mieux confier en travail à façon ces terres, quand on est à 100, 120 hectares, 70 hectares dans le Cambrésis, par exemple, la question se pose de quel est le devenir de mon exploitation avec les évolutions différentielles des prix que j'ai expliquées. Et on voit que l'agroécologie est souvent une solution qui permet de préserver de la valeur ajoutée et de préserver l'exploitation tout en préservant l'environnement, parce qu'on assiste à une diminution très importante de la consommation d'engrais et d'intrants qui sont polluants.
Mais ce qui est clair, c'est que comme on s'appuie sur les capacités intrinsèques des agroécosystèmes à produire, eh bien, c'est aussi un changement complet de la vulgarisation agricole, c'est-à-dire qu'on sort des solutions toutes faites en top-down, pour faire vite, la vache laitière Holstein à 10 000 litres à l'ensilage de maïs, au robot de traite et en zéro pâturage, pour au contraire arriver à des systèmes qui sont nécessairement adaptés aux conditions pédoclimatiques locales. C'est-à-dire que la composition des prairies, eh bien, elle dépend des types de sol, de climat, la construction du calendrier de reproduction dépend aussi de l'arbitrage dont j'ai expliqué tout à l'heure. Il n'y a pas une solution toute faite. Il y a des solutions qui dépendent des régions. Et on voit bien aussi, pour avoir travaillé longuement là-dessus, qu'il n'y a pas une solution toute faite non plus dans une région donnée. C'est-à-dire que selon la situation économique et sociale des exploitants, il y a des arbitrages à faire et des solutions différentes à trouver. Donc derrière, ça veut dire aussi un accompagnement différent des agriculteurs. Et je terminerai là-dessus et je dirais que quelles sont les conditions de développement de cette agroécologie ? Eh bien, je pense que la première chose, c'est que les agriculteurs en aient les moyens. Et les moyens, ça veut dire d'abord les moyens techniques, parce qu'on voit que c'est une révolution totale, qu'il n'y a pas de paquet technique préconçu, qu'il faut faire une réflexion à l'échelle de chaque exploitation et de chaque région. Ça veut dire qu'il faut que les agriculteurs aient acquis une connaissance, un savoir-faire qui ne sont pas très développés encore, qui ne sont pas très répandus. C'est plus de l'écologie, de la systémique, on est dans autre chose plutôt que des recettes pour la culture du blé, du maïs ou autre. Et ça veut dire aussi qu'on n'est plus dans une démarche de vulgarisation, mais vraiment de co-conception avec les agriculteurs, de recherche de développement. Et ce qu'on voit, c'est que souvent, les groupes sont les mieux adaptés pour réfléchir ensemble à l'évolution des systèmes. Et ça, on a su faire, enfin, il y a tout un tas de réseaux qui existent. On voit bien que les réseaux défis, ça marche bien. On voit bien que les GI2E, ça peut être un lieu de réflexion. Les groupes CIVAM sont un excellent exemple. Puis je dirais qu'en France, on a su faire parce que dans les années 50, on a eu les CETA. Et les CETA étaient vraiment des lieux de réflexion en commun de l'évolution des systèmes de production quand on a eu la révolution agricole là, qui a démarré dans les années 50. Donc ça, on a su faire dans l'histoire. Et je pense qu'il y a vraiment une réflexion qui peut être conduite à ce niveau-là. Il faut aussi que les agriculteurs en aient les moyens économiques. C'est-à-dire qu'il faut que les débouchés suivent. Et on voit bien qu'en grande culture, par exemple, ça repose sur l'introduction de cultures qui sont balbutiantes ou ne sont pas très développées, pour lesquelles il y a des problèmes de débouchés. On a travaillé sur une région en Bretagne, dans un bassin versant du Morbihan, et où le syndicat de bassin versant était prêt à s'investir dans le développement de filières à l'échelle locale pour faire des contrats sur le sarrasin, par exemple, en local, de donner un coup de pouce, et c'est la région Bretagne qui se pose la question de donner un coup de pouce au développement de la filière chanvre, par exemple, avec tous les avantages qu'elle procure, notamment pour tout ce qui est fabrication d'isolants, donc qui va avec la transition écologique au sens large du terme. Et puis, quelque part, ce qu'on voit, c'est que comme il n'y a pas de système préconçu, on voit bien que les premières années de construction de ces systèmes agroécologiques sont un petit peu difficiles pour les agriculteurs. Et donc, quelque part, un contrat de transition agroécologique, comme il existe les contrats de passage en bio, pourrait être extrêmement intéressant pour aider les agriculteurs qui travaillent en groupe et pour construire ces systèmes. Et puis, l'autre élément, eh bien, c'est que les agriculteurs y aient intérêt. Et donc, c'est bien pour ça que je travaille depuis des années sur l'analyse des performances économiques de ces systèmes de production. Et ce qu'on voit, c'est que ces systèmes sont très intéressants économiquement pour les agriculteurs, à condition de changer de logiciel. L'idée, ça n'est plus d'essayer d'augmenter les volumes, mais au contraire de diminuer au maximum les coûts en s'appuyant sur les agroécosystèmes. Et ce qu'on voit, c'est que bien souvent aussi, c'est les conditions de travail qui sont importantes pour les agriculteurs. Et dans les systèmes agroécologiques, ce qu'on voit, c'est qu'on a des pointes, on a des systèmes qui sont beaucoup plus complexes, en grande culture, plus diversifiés, avec des pointes de travail qui vont être beaucoup plus étalées dans le temps que lorsqu'on est très spécialisé autour de 2 ou 3 cultures, et avec, voire une, quand on est par exemple dans le sud-ouest autour de la production de maïs irrigué, et par exemple pour les systèmes herbagers, avec le pâturage des animaux qui diminue considérablement le temps de travail pour les stocks et pour les soins donnés aux animaux à l'étable.
Et donc, on voit qu'il y a de très bonnes raisons. Et aujourd'hui, je rajouterai une raison supplémentaire qui est la résilience des revenus des agriculteurs, qui sont beaucoup moins dépendants des consommations intermédiaires, et au premier rang desquels viennent, on l'a dit ce matin, les engrais et les protéines pour l'aliment du bétail, dont on est dépendant avec un marché mondial dont on voit que dès que la Chine tousse, les marchés s'emballent, ou avec ce qui se passe aujourd'hui en Europe de l'Est. Donc il y a bien un intérêt pas que des agriculteurs, pour leur revenu, mais aussi pour la résilience de ce revenu. Et je terminerai en disant que le GIEC insiste sur le fait que le passage à l'agroécologie avec l'enrichissement des agroécosystèmes cultivés pèse aussi dans leur résilience par rapport au changement climatique. Je m'arrêterai là et je vous remercie de votre attention. Merci Sophie. Je vais devoir excuser Philippe Chalmin qui a une toute petite interruption, mais qui va revenir nous rejoindre juste après. Donc on va prendre les questions si vous en avez. Vous m'entendez pas, c'est ça? On va prendre les questions si vous en avez. J'en vois une au fond de la salle. Bonjour. Moi, j'ai une question sur la différence dans les taux de valeur ajoutée qu'on voyait dans vos graphiques entre l'élevage et justement les grandes cultures. Oui. Donc, côté élevage, on voyait vraiment une augmentation significative entre agroécologie et après le bio, alors que c'était finalement assez similaire côté grande culture. Oui. Est-ce que c'est dû au fait qu'on ait plus d'investissement dans le capital dans l'élevage? Est-ce que c'est parce que les prix étaient plus élevés côté grande culture ou... Est-ce que c'est ce manque de maturité des systèmes agroécologiques dont vous parliez tout à l'heure pour comprendre un peu mieux cette différence-là? Oui, alors on voit qu'on est quand même sur des taux de valeur ajoutée qui sont en taux supérieurs à celui qu'on a là, très nettement. Alors moi j'attribue ça au fait, on a pris des prix, je ne les ai pas remis là, autant pour moi, j'ai fait ça un peu vite hier, et on a pris des prix moyens, c'est-à-dire qu'en gros on s'est basé sur les prix moyens de la période 2013-2019, là, avant la flambée des prix. Moi, ça m'a semblé, par rapport à ce qui se passait, bien sûr qu'il y a tout ce qui se passe en ce moment avec la flambée de tout un tas de prix. Je regardais juste avant de venir, la semaine dernière, les prévisions de l'USDA avant la crise ukrainienne, qui était, grosso modo, on revient au régime des prix de la période 2013-2019. Donc voilà, on est sur des prix en moyen. Je n'ai pas pris le temps de le faire. Ça serait très intéressant de faire des tests de sensibilité avec les prix des engrais très élevés, où on verrait que là, du coup, il y a des différentiels encore plus importants. Mais ce qui me semble important de dire, c'est que ces systèmes ne sont pas allés jusqu'au bout. Je pense qu'ils ne sont pas encore mûrs, qu'il y a encore des choses. Alors, ce qu'on voit bien, ce qui leur manque et qui paraît évident, c'est l'insertion d'élevage dans la reproduction de la matière organique, les taux d'humus des sols, la séparation agriculture-élevage, c'est quand même un handicap qui est important. C'est pas facile de revenir en arrière, ça c'est clair. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a un certain nombre de régions où la complémentarité entre les systèmes de production peut jouer. Mais sans aller jusqu'à une réintroduction de l'élevage qui serait quand même très hypothétique, il y a, il me semble, toute la réflexion, et il y a des agriculteurs qui se lancent là-dedans aujourd'hui, autour de l'agroforesterie. Et donc autour de l'association des arbres avec les cultures, pour essayer de créer un microclimat, pour rendre plus résilient, pour essayer aussi de faire remonter des éléments fertilisants, parce que les arbres vont les pomper dans les horizons très profonds, etc. Et on voit qu'il y a des agriculteurs qui se lancent là-dedans pour aller plus loin. Mais moi, je dirais que ces systèmes, ils ne sont pas encore mûrs, et c'est ça qui explique qu'on n'est peut-être pas allé chercher toutes les économies de coûts qui seraient disponibles en s'appuyant sur les capacités intrinsèques des agroécosystèmes à produire. Voilà. Mais dans les régions de grande culture, c'est quelque chose qui est plus récent, je dirais, cette réflexion autour de l'agroécologie, mais qui s'intensifie, là, je dirais, depuis 10 ou 15 ans. Oui, merci beaucoup, madame, pour cette présentation extrêmement intéressante. J'ai bien compris que ce changement de paradigme était très vertueux. La question que je me pose, c'est dans quelle mesure, à l'heure où la préoccupation est celle de la souveraineté alimentaire, la baisse ou les baisses de production dont vous avez fait état, il y a un certain nombre d'exemples que vous avez présentés. Est-ce que ces baisses de production ne sont pas de nature justement à aller en sens inverse de la recherche de souveraineté alimentaire qui est notre préoccupation du moment?
Alors, c'est une question récurrente par rapport à ça. Donc, première réponse, les baisses en fait, de production ne sont pas monumentales. Hein. On n'est pas en train de dire qu'on va baisser la production de 50%. Et si on regarde la souveraineté alimentaire à l'échelle de la France, cette souveraineté, ça n'est pas que la production agricole, c'est aussi par rapport à tout ce dont on a besoin pour produire et les importations dont on est dépendant, donc notamment les engrais, qui sont des ressources non renouvelables, puisque les engrais azotés sont fabriqués sur la base de l'utilisation du gaz, et puis toutes les protéines végétales, qu'on importe pour l'élevage et dont on est dépendant aussi. Et donc, globalement, au niveau de la balance française, si on regarde l'ensemble, on n'est pas perdant. Et il y a des analyses qui ont été faites, là je ne les ai pas introduites, mais Nadège Garambois, dont j'ai encadré la thèse, ce qu'elle montre, c'est que quand on regarde l'ensemble et quand on regarde donc ce que ça donne pour les branches amont et aval, globalement, ça reste très intéressant pour l'économie française. Donc ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse qui me semble extrêmement importante, parce que je ne travaille pas qu'en France, je travaille aussi dans un certain nombre de pays du Sud, et je travaille par exemple en Haïti, qui est un pays qui est très emblématique en fait des conséquences de la libéralisation des échanges internationaux, où vous avez des exploitants agricoles qui travaillent sur 1,5 hectare, 1 hectare, 2 hectares au maximum, avec un outillage manuel qui se résout à une houe et une machette, et qui sont mis en concurrence sans aucune protection frontière avec le riz et le maïs qui arrivent des États-Unis, qui est produit sur des exploitations beaucoup plus grandes. Eh bien, on voit que, et donc avec des conditions de prix très difficiles, eh bien, on voit que l'agroécologie est aussi une solution pour ces exploitations agricoles, dans le sens où elles ne demandent pas d'investissements qui sont importants, mais où elles permettent, moyennant un outillage de base très simple, qui est par exemple ce qui est nécessaire pour faire des terrasses et retenir le sol, elle permet une accumulation vertueuse et une augmentation de l'autosuffisance aussi de ces populations. Alors, je pense que là aussi, il y a une échelle qu'il faut prendre de manière plus large, qui est à la fois notre dépendance par rapport à des produits dont on voit que les prix varient beaucoup, et si on regarde sur le très long terme, ce sont pour partie des ressources non renouvelables, et sur l'intérêt que représente l'agroécologie aussi pour les pays du Sud, comme étant un moyen de développement qui est accessible et qui ne nécessite pas des investissements qui sont très importants. Merci aussi pour cet exposé passionnant. Est-ce que la difficulté de recrutement dans le milieu agricole n'est pas une contrainte pour les entreprises qui veulent appliquer ce genre de pratiques ? Alors, je vais prendre l'exemple des systèmes herbagés, par exemple. Eh bien, on se rend compte qu'on arrive à recruter beaucoup plus de gens qui sont hors cadre familial, pour deux raisons. La première, c'est que ça nécessite beaucoup moins de capital au départ, que les performances des systèmes herbagés permettent de dégager des revenus qui sont intéressants sur des surfaces qui ne sont pas forcément considérables, et que comme on est dans des systèmes agroécologiques, les gens parlent beaucoup, enfin les agriculteurs qui sont installés parlent beaucoup de l'intérêt de leur métier, qui est sans cesse basé sur de l'observation des prairies, l'observation des animaux. Certains disent favoriser la rencontre de l'herbe et de l'animal, mais il y a beaucoup de gens qui sortent de formations, par exemple des masters d'écologie ou des formations de ce genre, qui s'installent et qui trouvent un grand intérêt intellectuel sur des systèmes qui sont moins coûteux en plus en termes de surface et d'emploi. Et moi, je suis très surprise. Je prends un exemple. Je travaille depuis de longues années avec le CEDAPA, qui est un groupe qui a été formé par André Pochon, qui est un des pionniers de ces systèmes en agroécologie, en système herbager. Le CEDAPA n'arrive pas à garder ses ingénieurs. Et il n'arrive pas à garder ses ingénieurs parce qu'en fait, ils s'installent tous en production laitière, en système herbager. Et il y a quelques-uns de mes anciens étudiants qui ont travaillé au CEDAPA et qui aujourd'hui s'installent.
et produisent des livres. Il y en a un qui vient de sortir là avec deux de mes anciens étudiants et d'autres éleveurs. Et pour la moitié des éleveurs qui ont participé à ce livre, ce sont des gens qui sont installés hors cadre familial, pour l'intérêt du métier et le fait que ça ne demande pas non plus des quantités de capitaux qui sont très importants. Et ça, j'insiste, je crois que c'est vraiment un élément très important. Et pour discuter, c'est un élément aussi qui doit être pris en compte, je pense. Mais quand on voit dans certaines régions complètement isolées, où vous avez des agriculteurs isolés des mouvements CIVAM, etc., et où j'ai rencontré des agriculteurs qui sont lancés dans l'agroécologie, quand on leur demande mais comment vous en êtes venus à faire ça ? Eh bien, il y a deux types de réponses. Il y a des gens qui vous disent moi, j'ai eu une autre formation, j'ai repris du père, mais je venais d'une formation en biologie, en agroécologie, en écologie, et j'ai repris pour ce titre-là. Il y en a à ce titre-là. Et il y en a d'autres qui vous disent ma chance, c'est peut-être que je ne suis pas passée par le lycée agricole et qu'on ne m'a pas enseigné la manière de produire et que du coup, je suis passée à des manières un peu différentes et en cherchant surtout à diminuer les coûts en s'appuyant sur les processus biologiques. Et je pense qu'on a à y gagner d'une manière, c'est clair, quand on lit le rapport du GIEC, la solution, c'est quand même la sobriété pour tous. Et en termes agricoles, on voit bien que l'agroécologie, c'est la forme de sobriété qui est une réponse intéressante aux enjeux de demain, qui ne sont pas que la guerre d'Ukraine, qui sont aussi des enjeux beaucoup plus lourds qui pèsent sur nous. Merci Sophie. C'est un de tes anciens étudiants qui va parler. Oui, je me demande en fait surtout sur la partie débouché aval, quels sont les enjeux pour les industries agroalimentaires qui jouent beaucoup sur la massification et la standardisation et qui pourraient demain, avec un développement agroécologique, être confrontés à des matières plus hétérogènes ou avec des coûts de collecte qui sont supérieurs. Est-ce qu'il n'y a pas des enjeux aussi de transformation de l'industrie agroalimentaire derrière ces évolutions agroécologiques ? Alors, il y a des enjeux sur des nouveaux types de débouchés, mais il y a aussi des enjeux. Alors, si je prends l'exemple du lait, un enjeu qu'on voit qui est extrêmement important, c'est celui de la saisonnalisation de la production laitière. Parce qu'à partir du moment où on repose beaucoup plus sur la disponibilité en herbe sur pied, c'est clair que du coup, on a une saisonnalité qui est plus forte. Et là, je voudrais prendre l'exemple de l'Irlande, qui c'est pas des systèmes agroécologiques, mais qui visent, il y a eu tout un mouvement depuis 10 ou 15 ans qui a visé à remettre le pâturage des prairies au cœur des systèmes de production. Et ce qui est très intéressant de voir, c'est que la réflexion qui a été conduite, elle n'a pas été conduite qu'à l'échelle des agriculteurs, elle a été conduite avec l'aval de la filière et où finalement l'industrie d'aval a trouvé économiquement plus intéressant pour l'ensemble de la filière de dimensionner son appareil de transformation pour pouvoir absorber ce pic de croissance de la production laitière au printemps, qui colle au pic de croissance de l'herbe, parce que les coûts de production du lait, au total, étaient bien inférieurs par rapport à une production qui serait étalée toute l'année sur la base de fourrage stocké et puis d'aliments importés. Donc, de la même manière, je pense que c'est une réflexion globale à conduire et pas simplement à l'échelle de chacun des maillons de la filière. Je crois que ce qui est vraiment la leçon de tous ces systèmes, c'est que la réflexion, elle ne peut plus être conduite vraiment à l'échelle d'une production, mais elle doit être conduite de façon beaucoup plus globale avec les intérêts que peut retirer aussi l'industrie de transformation du développement de ces systèmes et pas simplement strictement dans son intérêt à elle. Voilà. Boris m'a piqué ma question, donc je vais aller plus loin encore à l'aval. Sur le consommateur, est-ce qu'on peut se passer du consommateur finalement pour ces transformations ? C'est-à-dire qu'en gros, elle peut se faire au sein du système productif, amont, aval compris, donc depuis le pré-amont, si on veut, les intrants jusque l'aval, ou est-ce qu'au fond, on a quand même une nécessité de mobiliser les consommateurs aussi pour accompagner ces transitions ? Alors, ce qu'on voit, c'est que pour le consommateur, moi j'ai bien parlé d'agroécologie. Vous avez vu que j'ai très peu parlé d'agriculture biologique. Parce que agriculture biologique,
Enfin, ce sont deux ensembles qui ont une intersection non nulle, pour parler comme en mathématiques, mais qui ne se recouvrent pas. C'est-à-dire que vous avez des agriculteurs bio qui sont en agroécologie, puis vous avez des agriculteurs bio qui n'ont pas modifié beaucoup leur système. Moi, mes étudiants les appellent souvent les bio-business. Les bio-business, c'est les agriculteurs qui, en fait, ne remettent pas, ne s'appuient pas sur les fondements de l'agroécologie, mais utilisent tout ce qui est autorisé dans le cahier des charges de l'agriculture biologique pour pouvoir avoir accès à ce marché. Et en grande culture, ça existe, et je pourrais vous citer des exemples si ça vous intéresse, mais qui du coup montrent que ce ne sont pas du tout des systèmes agroécologiques. Alors, donc, j'ai fait la différence parce que moi, il me semble de mettre l'accent sur l'agroécologie et sur le fait qu'avec des prix qui sont les mêmes, on peut maintenir son revenu, voire l'accroître pour les systèmes herbagers, avec des débouchés qui demeurent exactement les mêmes. Donc ça, je pense que c'est important parce que souvent, on dit « Ah ben oui, mais le consommateur, qu'est-ce qu'il va payer à la fin ?» Et j'espère que les calculs, les résultats économiques que je vous ai montrés montrent que ce n'est pas forcément le cas, loin de là. Alors maintenant, le consommateur, là où il peut jouer un rôle important, c'est effectivement en ayant une exigence sur les produits, sur la manière dont ils sont produits, et avec une grande transparence. Mais en même temps, c'est compliqué, parce que si je prends l'exemple du lait, on voit bien qu'il y a un certain nombre d'industriels qui ont compris que l'image de la vache qui pâture, c'est très positif aux yeux d'un certain nombre de consommateurs, et ils ont développé des labels, enfin, je ne sais pas comment il faut les appeler, mais enfin des marques qui sont lait à l'herbe. Et quand on va regarder ce que ça veut dire, je cite personne, mais il y a un certain nombre de gens que je vois bien, quand on regarde le cahier des charges, il est extrêmement léger et il est complètement déconnecté de ce que font les gens qui sont en système herbager, ce qui complexifie la lecture du point de vue du consommateur. Donc il y a un brouillage pour le consommateur qui est vraiment pas évident. Moi, ça m'arrive souvent de faire des conférences devant des consommateurs et j'ai des questions, mais qui ont vraiment trait à ça, l'agriculture biologique, qu'est-ce que c'est que le raisonné et le truc à l'herbe et l'éleveur voisin de chez moi, etc. etc. Là, il y a un vrai problème d'identification pour le consommateur de ce qu'est l'agroécologie et il y a un brouillage de la parole autour de l'agroécologie aujourd'hui qui rend les choses compliquées. Et notamment, j'espère que j'ai été claire sur le fait que pour moi, l'agroécologie, ça n'est pas robotique, numérique, génétique, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, on est sur autre chose. D'excuser, j'ai dû être absent, je devais réagir, mais c'était d'ailleurs un consommateur, j'étais en face de M. Bazot, président du FC Que Choisir sur France Info, dont la seule volonté, c'est de supprimer la loi scélérate, dite la loi Egalim. Voilà, donc je vous prie d'excuser mon absence, mais Pierre Claquin m'a remplacé. Alors, y a-t-il d'autres questions? Oui, madame. Bonjour à tous, merci beaucoup. Je suis conseillère agricole d'Espagne en France. Je vous remercie pour ces matinées très intéressantes, tous les 4 exposants. Je ne peux pas m'empêcher, monsieur Duflo, de faire une référence. Réagissez quand même. De faire une référence à la filière porcine espagnole. Et bien sûr qu'on a profité des malheurs des concurrents, mais on ne peut pas oublier que ce n'est pas par hasard qu'on est les premiers exportateurs en Asie et en Europe. Et c'est parce qu'il y a beaucoup de travail derrière cette filière en technique, biosécurité, technologie. C'est pas par hasard qu'on a profité parce que la filière était prête. Donc, je pense qu'il faut tenir compte de ça. Oui, mais si je puis me permettre, oui, pour être assez hispanisant, aller par main, il me semble qu'en Estrémadure actuellement, grande région d'élevage porcin, il y a quelques réactions négatives face à des usines porcines. Enfin, j'ai toujours été frappé de voir que les porcs espagnols polluaient beaucoup moins que les porcs bretons. C'est ça, en agriculture comparée, ça doit être sensible, mais il me semble quand même que face à cette industrialisation de l'élevage, autant vous avez su faire le serrano, le pata des gras, etc. Je pense que c'est pas ça que vous vendez aux Chinois. Il y a quand même commence à y avoir quelques réactions. Et question environnementale, c'est pas si génial que ça. Je pense que bien sûr, Boris l'a dit, les questions environnementales, il faut tenir compte et c'est une évolution normale.
Et on est bien conscient qu'on ne peut pas aller plus loin de la taille qu'on a en Espagne par rapport aux nitrates ou par rapport aux antibiotiques. On tient tout ça en compte et bien sûr, je pense qu'on fait partie du marché unique, on fait partie de l'Union européenne et on doit respecter les règles comme tous les producteurs. Mais on est bien conscient que la population est bien sensible et nous, en tant que gouvernement, on soutient notre filière, mais on impose aussi toutes ces exigences de plus en plus. Mais je voulais vous faire une question concernant l'agroécologie. Je voulais vous demander si dans votre analyse, vous avez pris en compte l'eau, parce que vous parlez d'intrants, vous parlez des autres consommations intermédiaires, mais c'est vrai que dans cette facteur limitant de plus en plus, bien sûr, en Espagne, mais aussi en France, où est-ce qu'on est en besoin d'eau par rapport à la situation actuelle et la situation après avec l'agroécologie? Merci. Merci. Alors par rapport à l'eau, je suis passée assez vite, mais c'est vrai qu'un enjeu qui est très important, c'est le taux de matière organique des sols. Parce que le taux de matière organique des sols, c'est la capacité d'infiltration de l'eau des sols, c'est la capacité de fixation de l'eau. Et c'est vrai qu'en agroécologie, c'est un objectif vraiment très important de restaurer le taux de matière organique des sols pour des raisons vraiment d'économie des intrants, puisque c'est la capacité de stockage des ions, capacité de stockage de l'eau et aussi résistance à l'érosion en améliorant la structure du sol. Alors en agroécologie, un élément qui est important, c'est aussi l'aspect microclimat. C'est pour ça que je disais qu'en grande culture, on n'est pas allé jusqu'au bout de ce qu'on pouvait réaliser, c'est-à-dire que l'intégration des arbres et la compréhension de comment est-ce qu'on peut aussi maintenir un microclimat grâce à un couvert arboré qui est en association avec les grandes cultures. Ça semble être un élément très important puisque l'arbre, lui, il a une résistance naturelle à la sécheresse avec son système racinaire qui est très en profondeur. Donc, ce qu'on voit aussi, c'est que les gens, par exemple, je travaille beaucoup sur l'irrigation dans le sud-ouest. Ce qu'on voit, c'est que les agriculteurs, ils vont avoir une utilisation de l'eau qui va être différente. C'est-à-dire, au lieu d'être, si je compare un agriculteur qui est dans le sud-ouest et qui va utiliser l'eau pour irriguer du maïs, lequel maïs va partir à l'export au port de la Palisse, eh bien, celui qui va être en agroécologie, il va avoir une diversité de cultures qui va être beaucoup plus grande. Il va s'efforcer souvent, d'ailleurs, de ne pas être sur des systèmes de culture où l'essentiel de l'eau est utilisé à la période où elle est la plus déficitaire, c'est-à-dire en juillet-août, c'est-à-dire d'avoir des besoins en eau qui soient étalés sur une période beaucoup plus longue, et utiliser l'eau plus comme un volant de sécurité. Comme par exemple, ce qu'on voit, c'est que le changement climatique en France, dans le sud-ouest, ça se traduit certes par des étés qui sont plus chauds, mais par des déficits hydriques de plus en plus fréquents au printemps. Et les gens qui ne sont plus tout maïs, irrigués, etc., vont utiliser leur droit d'eau pour donner un coup d'irrigation sur le blé au printemps pour un risque de sécheresse, vont utiliser leur réserve en eau pour installer le couvert juste après la récolte du blé. Enfin, on voit qu'on est sur une utilisation de l'eau plurielle qui n'est plus centrée sur maximiser le rendement d'une culture, mais sécuriser en fait et rendre plus résilient un système beaucoup plus diversifié qui repose sur une palette de cultures et sur des intercultures auxquelles on accorde une importance beaucoup plus grande. Donc c'est une autre utilisation de l'eau et on voit que dans le sud-ouest, enfin, c'est vraiment manifeste. Ça veut dire que on se met aussi à l'abri des restrictions estivales qui le plus souvent tombent au mois de juillet, quoi. Voilà. Un petit droit de réponse, non? Non, un mot rapide. Non, mais je pense qu'il faut aussi tenir en considération le fait que l'Espagne a réussi à se développer quantitativement parce qu'elle s'est développée géographiquement, la filière porcine. Donc avec des densités qui ne sont pas plus élevées que celles qu'on a en Bretagne, mais sur l'ensemble du territoire espagnol. Et donc, voilà, donc je n'ai pas non plus accusé l'Espagne de contrevenir franchement à la réglementation, même si aujourd'hui il y a un contentieux à l'Europe sur les nitrates. On l'a eu, maintenant c'est chacun son tour, on va dire. Voilà. Et ça n'est pas vraiment complètement réglé en France. Je signale que tant sur le Pays basque français qu'en Navarre, nous avons des ports en liberté. Oui, ça c'est tout à fait.
Oui, et on peut aussi avoir des porcs sur paille. Il y a un certain nombre de producteurs en Bretagne qui font du porc sur paille, oui, et qui font de l'engraissement sur paille. Il n'est pas en liberté, mais il est sur paille. Et... Ben, oui, parce que du coup, on fabrique une matière organique qui est stable, qui est avec de l'azote qui est sous forme organique et non pas minérale. Donc, ça permet d'augmenter le taux de matière organique des sols, ça permet d'avoir moins de fuite de nitrates, ça permet de maintenir le taux d'humus parce que le lisier, vous mettez de l'azote sous forme minérale, mais aussi plein de micro-organismes qui accélèrent la minéralisation de la matière organique du sol que vous ne restituez pas avec le lisier alors que vous le faites avec le fumier. Si vous regardez la carte d'évolution des taux de matière organique du sol en Bretagne, les baisses les plus fortes s'enregistrent dans les zones de plus fort développement de l'élevage porcin et du coup de recours au lisier le plus important. Donc c'est de l'agroécologie. Y a-t-il d'autres questions? Bon, écoutez, s'il n'y en a pas, il me reste à remercier Sophie de Vienne, Boris Duflot, remercier toute l'équipe de l'Observatoire et plus largement de France Agrimaire. Vous avez vu Pierre Claquin qui coiffe un petit peu toutes ces activités. Vous remercier bien entendu de votre participation et vous inviter, je crois, à un petit verre qui était prévu à 12h30, donc qui est prévu maintenant. Merci à tous. Je pense que je réserve de Madame Nicollet, mais que les PowerPoint pourront être disponibles. En ce qui me concerne, ça pose pas de problème, mais en ce qui concerne Boris et Sophie, ce sera disponible sur le site de l'Observatoire ou de France Agrimaire.